Une mission locale est censée travailler pour les 25% dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont sans qualification et qui rencontrent des difficultés. Ils ne sont pas en difficulté, ils en rencontrent dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Moi, je suis arrivé à Sénart il y a 98, donc ça fait 13 ans bientôt, et j'ai trouvé une équipe en tant que directeur qui avait des pratiques d'accompagnement qui avaient plutôt tendance à favoriser l'assistanat, ce qui m'interpellait moi très concrètement, et où je trouvais que les jeunes avaient du mal à s'exprimer, c'est-à-dire à prendre toute la place qu'ils doivent prendre dans un espace que doit être celui d'une mission locale. Si vous me relire, des fois c'est difficile, mais vous avez créé il y a... posé mes notes. Oui, posez vos notes. Et vous avez créé donc il y a 10 ans l'Association nationale des groupements de créateurs. C'est que l'assistanat, c'est pas un principe qu'on doit défendre, et puis qu'on doit pouvoir faire évoluer donc, nos méthodes d'accompagnement pour pouvoir structurer autrement une offre de service et permettre aux jeunes de prendre toute leur place. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Julie. Le premier pari qu'on a posé à ce moment-là, c'est que les jeunes sont une ressource. Ils ont tous le potentiel de réussir à condition qu'on se donne les moyens de leur offrir un accompagnement qui leur permet de réussir. Donc quand on a dit ça, il a fallu qu'on essaie de poser un principe d'accompagnement un peu différent. Et donc j'ai créé à l'époque un espèce de laboratoire expérimental de nouvelles pratiques d'accompagnement qui, pour des jeunes qui étaient en grande difficulté, non qualifiés pour la grande majorité, en échec scolaire, devait leur permettre d'accéder à un procès d'insertion sociale et professionnelle de qualité. Donc quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Le passé, l'histoire de chacun fait que je me suis confronté à la création d'entreprise quelques fois, et finalement l'école du projet, l'école de l'entreprise, c'est une belle école puisqu'elle implique automatiquement une méthode de pensée et une méthode de construction de son projet. Et qu'à partir de là, si ma compétence en tant que mission locale, c'est de l'accompagnement, et je pense que la première chose qu'on doit penser quand on parle d'insertion des jeunes, c'est l'accompagnement, et l'accompagnement dans la durée, et ça c'est un vrai souci aujourd'hui, et que quand on a dit que l'accompagnement est déterminant, il faut qu'on lui donne du sens. Mais si l'accompagnement c'est ma compétence, qu'est-ce que je propose aux jeunes de nouveau par rapport à ce que je faisais avant? Et la première chose qui m'est venue à l'esprit tout de suite, c'est d'inverser la problématique. Parce que si on continue à faire une offre d'accompagnement qui est construite sur la promotion d'une offre d'emploi locale, par exemple, qui vient conditionner l'offre de formation, finalement, je vais faire de la formation sur les emplois du bâtiment, de la logistique, sur Sénart, c'est ça, ce qui est logique parfaitement, parce que c'est bien les emplois réels, ceux-là on ne les invente pas, c'est bien les entreprises qui les créent, les emplois, ce ne sont pas nous, les gens qui font l'accompagnement. Donc à partir de là, comment je vais faire pour que ces jeunes-là qui ne veulent pas de ces métiers-là, parce que c'est des métiers qui ne font pas rêver, et comment on va inverser la problématique et la tendance pour qu'ils y aillent un jour. Donc globalement, souvent, on est dans une espèce de relation avec les jeunes d'accompagnement, et c'est ça qui devient l'assistanat, où on essaie de les convaincre que c'est un beau métier, mais finalement on ne les fait pas rêver plus que ça. Donc on est dans un jeu de rapport qui n'est pas bon quand on fait ce métier-là. Donc on leur a dit, voilà, maintenant on va partir de l'idée, on va partir de votre rêve, vous en avez tous des rêves, et comment on va passer du rêve au projet. Nous, notre métier, c'est vous faire passer du rêve au projet, sachant que mon boulot, c'est pas les envoyer au mur, mais les envoyer sur un projet qui a du sens par rapport au monde qui les entoure. Et passer du rêve au projet, c'est d'abord leur offrir un espace où ils vont pouvoir dire quel est leur rêve. Parce que les rêves, les jeunes n'y rêvent plus aujourd'hui. Ils sont dans un contexte où on ne leur permet pas de rêver. Donc les missions locales, notre premier espace, on doit pouvoir dire quel est son rêve sans être jugé. Et sans être jugé est important parce que si je viens dire que mon projet c'est de monter, comme c'est arrivé, une entreprise de soutien scolaire dans ma cité, parce qu'il y a des jeunes qui traînent, et que moi je vais être patron d'une entreprise qui va faire du soutien scolaire, si on lui dit tout de suite qu'il a 150 concurrents qui sont gratuits, et qui sont des gens qui sont bien plus qualifiés que lui, je le perds tout de suite, je ne le revois plus. Or, s'il est venu me voir pour me parler de son projet, c'est qu'il a d'abord besoin d'être accompagné, et finalement c'est ça qu'il est venu chercher. Donc comment je traduis moi ce rêve en une offre d'accompagnement, en ayant cherché des compétences que je n'ai pas. Pourquoi? Parce qu'ouvrir le champ du possible, du rêve au projet, c'était pousser le projet le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est jusqu'à la création d'entreprise. Et quand j'ai dit ça il y a 13 ans, moi, mission locale, en parlant de mes jeunes qui étaient bac moins,
on m'a dit, mais celui-là, il est fou furieux, jamais il fera de ces jeunes-là des créateurs d'entreprise, parce que l'image qu'on en a, évidemment, c'est un investissement et une représentation du chef d'entreprise, qui est souvent pas celle de la réalité d'ailleurs, parce que ceux qui créent, c'est pas souvent ceux qu'on pense. Donc quand on a dit ça, je suis allé chercher une compétence que je n'ai pas, moi, parce que quand c'est en entreprise, c'est pas mon boulot. Donc je suis allé chercher des boutiques de gestion, dont c'est la compétence. Et ils ont accepté de construire avec moi une offre de service nouvelle sur le territoire, qui, par la rencontre de ces deux cultures, a permis de finaliser une offre de service d'émergence et d'accompagnement formatif qui proposait aux jeunes tout un parcours qui leur permettait de répondre à 3 questions. La première, c'est qui je suis. La deuxième, c'est dans quel monde je vis. Et je dois apprendre à connaître ce monde-là. Et la troisième, c'est comment je me projette dans ce monde-là. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire quand on fait de l'accompagnement, et quand on fait de l'emploi, quand on fait la création d'entreprise. Comment on fait pour que ces jeunes se projettent dans l'avenir, mais concrètement dans l'avenir, en ayant fait le tour sur ce que je suis capable de faire, mes potentiels, mes compétences. Et ça ne veut pas dire diplôme, ça veut dire potentiel, ça veut dire compétence. Donc on a lancé une première expérience comme ça, sur 100 jeunes sur Sénart, 20 sont rentrés dans l'accompagnement formatif, sélection naturelle. Sur la première phase d'émergence, 65% de placement à la fin de la phase d'émergence, 94% de placement à la fin de la phase d'accompagnement formatif. Alors évidemment, c'est des chiffres qui sont détonnants par rapport au chiffre de l'insertion. Donc le tour de table d'évaluation, on s'est dit qu'il faut continuer. Mais avant, on a posé des constats. Le premier, c'est qu'il faut modifier les pratiques de l'accompagnement et rendre les jeunes acteurs et auteurs de leur projet. Pour un premier acte. Le deuxième, c'est que finalement, ce parcours dans lequel les jeunes se sont investis, il se traduit sur le marché du travail par de l'emploi, par de la situation positive au regard de l'insertion professionnelle. Et que si ça se traduit, si c'est validé par le marché du travail, puisqu'on est dans une génération et dans une époque où on vit du diplôme, la chance, c'est avoir 500 mètres d'un oiseau à UT, on en parlait tout à l'heure, des études courtes, c'est des études professionnalisantes, surtout qui favorisent l'accès à l'emploi, et que cette UT a accepté de jouer le jeu avec moi en disant voilà, ce parcours-là, on pourrait peut-être le valider et donner à ces jeunes-là en plus. Donc il y a un peu de souplesse dans l'éducation nationale quand même. Oui, donc je vais y revenir parce que là, le choc de la culture est intéressant. Et ils ont dit ok, on va créer un diplôme d'université à la création d'activités, ça s'appelle l'EDUCA, qui donne un niveau bac, qui ne donne pas le bac, parce que là c'est très compliqué d'obtenir un bac comme ça dans l'éducation nationale, c'est un vrai diplôme, mais qui ouvre, qui peut ouvrir les marches avec le passage de la VAE derrière, pourquoi pas, avec une poursuite en filière. Mais c'est surtout pour ces jeunes des banlieues et des quartiers difficiles, qui étaient en échec scolaire, une vraie reconnaissance, une vraie valorisation de l'investissement qu'ils ont fourni, qui du coup vient faire une cerise sur le gâteau, mais pas tant que ça, parce que finalement ça implique toute la famille. Deuxième année, on recommence donc avec le diplôme d'université, donc là les premiers jeunes sont validés, et on valide les mêmes résultats à l'emploi. Donc ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que l'accompagnement, c'est la clé de la réussite de l'insertion sociale et professionnelle. Donc l'accompagnement, il ne se décrète pas, il se construit, il faut professionnaliser les gens qui le font, et il faut surtout donner aux structures et aux instances dont c'est le métier, donc c'est la mission, parce qu'une mission légale, c'est un label national qui est donné par l'État, même si c'est cofinancé par la région, les collectivités locales, et surtout les locales, parce que sans elles, elles n'existeraient pas. Chaque politique conjoncturelle, du coup, qui passe et qui se succède, ne rassure jamais les gens qui font l'accompagnement et ne crée pas les conditions expresses pour que les jeunes puissent avoir le temps de se construire. Et je pense que ça, c'est quelque chose de primordial. Dont, je ne sais pas s'il faut faire du CDD, enfin, si j'ai mon avis là-dessus, on peut en reparler. Mais ce qui est primordial, c'est donner du temps de maturité, du temps de maturation de son projet personnel et professionnel. Et si ces jeunes-là, demain, vont bosser dans le BTP ou dans la logistique, à Sénart, à 3h du matin en mobilette l'hiver, c'est pas parce que ça les fait rêver, c'est uniquement parce que ça donne du sens à leur projet personnel. Et ça interpelle peut-être 2 ou 3 questions qu'on pourrait se poser quand on parle de l'emploi des jeunes. Vous rentrez en négociation, ça me paraît intéressant, et c'est le moment peut-être d'en parler. La première, il faut de la culture d'entreprise dans l'école, et ce le plus tôt possible, au moins au collège. C'est-à-dire que c'est l'espace minimum où on doit pouvoir proposer aux jeunes un contexte d'accompagnement qui va obliger l'éducation nationale, mais aussi les gens qui font l'accompagnement, à sortir de leur culture pour en construire une autre ensemble.
Parce que éduquer, c'est bien. Et finalement, quand je fais un groupement de créateurs, il y en a aujourd'hui une quinzaine en France, c'est plus de 1000 jeunes par an qui y passent. Quand on crée un espace comme ça, je refais de l'éducatif finalement. Je donne à tous ces jeunes-là les outils de la construction de leurs projets personnels et professionnels. Donc 100% des jeunes qui en sortent ont appris à se passer de moi. Donc eux, ils vont apprendre tout seuls à aller chercher, ils ont appris à chercher de l'emploi, mais à apprendre un métier, à se former, et tout ça lié à leur projet personnel et professionnel. Et c'est ça qui a du sens et qui va les conduire dans l'avenir le plus loin possible. Donc on est sur de l'insertion durable et sur la qualité de l'insertion. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, je vais vous donner un chiffre on parlait d'apprentissage tout à l'heure. 1% des jeunes de la mission locale accèdent au dispositif de l'apprentissage. Si l'alternance c'est une voie, je ne sais pas si c'est la voie royale, c'est en étude, mais parce qu'elle rapproche l'entreprise de la formation, c'est pas normal. C'est-à-dire que les passerelles existent entre l'éducation nationale directement avec l'apprentissage, mais ça passe pas par les jeunes qui sont en difficulté, alors que ça devrait être les premiers destinataires. Là, il y a un sujet sur lequel il faut se pencher. C'est vraiment pas normal que ces jeunes-là échappent à l'apprentissage, alors que ça serait la voie royale pour ces publics-là, qui en plus ont besoin de donner du concret tous les jours à ce qu'ils font dans leur apprentissage. Et ceux qui sont en échec scolaire, c'est bien souvent les maths, ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc si on ne sait pas à quoi ça sert, on n'en fait pas. Et c'est comme tout. Pour ces publics-là, il faut donner du sens. Tout le monde a besoin d'avoir du sens dans la vie. Pour cela, c'est encore plus primordial. Après, on donne du crédit à leurs paroles. Donc l'apprentissage, c'est fondamental. Il faut construire les passerelles entre la formation et les métiers tout au long de la vie, mais des vraies passerelles. C'est-à-dire que les jeunes, ils ne feront plus aujourd'hui un seul métier. On leur fait apprendre un métier à l'école, ils ne feront pas un métier dans leur vie, ils en feront plusieurs, ils auront plusieurs employeurs. Donc il faut les préparer à s'adapter au monde et à avoir des capacités d'adaptation, mais à condition de travailler sur la transversalité des compétences d'un métier à l'autre, et elles existent ces transversalités, de manière à aménager ces parcours dans la durée et tout au long de la vie. Tout le monde parle de formation tout au long de la vie, mais ça c'est fondamental. Il faut que les passerelles elles n'existent pas suffisamment. La formation, même dans l'entreprise, est complètement parcellisée, il faut arrêter ça. Ça ne permet pas de construire des parcours à long terme. Et si on veut faire venir des jeunes dans les entreprises qui ont des métiers en pas attention, il faut leur permettre d'en sortir de l'entreprise. On a l'impression des fois que l'entreprise aussi imagine garder ces jeunes, ou ces moins jeunes quand elle la recrute, toute la vie. C'est fini ça. C'est fini. Par contre, il y a des chefs d'entreprise qui commencent à le faire dans la logistique par exemple. Quand ils recrutent, qu'ils n'arrivent pas un jeune, ils leur proposent d'une formation longue durée à côté, quel que soit le métier qu'il a envie de faire, donc c'est une deuxième chance ou une troisième chance qui lui est proposée, qui lui permettra de sortir de l'entreprise. Mais ça, c'est intéressant, parce qu'il aura passé 2 ans ou 3 ans dans l'entreprise, investi dans son entreprise, et en sortant, ça sera du gagnant-gagnant pour tout le monde, parce qu'il va enrichir une autre entreprise. Et ça, c'est fondamental aussi. On parlait tout à l'heure de GPEC. On travaille, parce que la mission locale a fusionné avec la maison de l'emploi à Sénart. Donc, du coup, j'ai un peu la main sur tous ces outils-là. Il faut sortir de la GPEC pour faire de la GTEC. Je terminerai là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est des années qu'on fait de la GPEC. Qu'est-ce que c'est que la GTEC pour Alors, je vais détailler. La GTEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Et les compétences. Et les compétences, oui, pardon. Et la GTEC, c'est la gestion territoriale des emplois et des compétences. Donc pourquoi et comment on passe d'une GPEC à une GTEC? Ça fait des années qu'on fait de la GPEC. Moi, j'ai mis du pognon là-dedans. Je suis allé chercher du FSE. Tout le monde a investi dans la GPEC et demandé aux entreprises d'imaginer dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, la pyramide des âges et leurs besoins en termes d'emploi. C'est très complexe à faire. Même les grosses n'y arrivent souvent pas. Alors, les PME et les TPE qui représentent 80% ou 90% de mon tissu économique, c'est jamais. Par contre, sur un territoire qui est un espace déterminé, gérer la circulation des compétences, ça c'est possible. À condition d'imaginer, encore une fois, quelles sont les transversalités possibles sur ces compétences-là et d'avoir des outils de formation qui soient adaptés. Et là, tout le monde doit s'impliquer, tout le monde a intérêt à s'impliquer, et tout le monde doit se donner les moyens de permettre sur un territoire, et je parle bien de territoire, la circulation de ces compétences, puisque c'est au bénéfice de toutes les entreprises. Et là, il y a une culture aussi à faire évoluer. Donc, pour résumer... Moi, j'ai plein de questions à poser à monsieur, mais peut-être après. Ce sera avec plaisir. On va essayer dans le débat. Donc, pour résumer, je pense qu'il faut qu'on décloisonne en France les politiques d'insertion et d'accompagnement. L'éducation nationale et accompagnement, c'est un mélange qui devrait très très bien se passer. Mais c'est vrai que ça, il faut faire un pas en avant là-dedans, c'est primordial. Parce qu'accompagner un jeune dans son projet, c'est pas ce que fait l'éducation nationale aujourd'hui.
elle donne un enseignement, elle apprend éventuellement un métier sur les emplois professionnels, mais voilà, là il y a des missions qu'il faut qu'elles se rencontrent, et pas uniquement sur des passerelles en fin de parcours. Du cas dont on a parlé tout à l'heure sur la création d'activités, vous avez compris que la création d'entreprise c'est un pis-aller, mais 3 sur 10 des jeunes qui vont au bout du projet créent une entreprise dans les 3 ans. Donc c'est pas qu'un pis-aller, ces chiffres-là ils ne sont pas négligeables et pas ridicules du tout sur le marché de la création d'entreprise. Et ces jeunes qui ont des bacs moins. Donc cela aussi, c'est une culture nouvelle qui s'est rencontrée entre l'éducation nationale, là, du côté de l'université, qui a accepté, comme vous avez vu tout à l'heure, de faire bouger ses propres fondamentaux, parce que quand les jeunes sont arrivés à l'IUT, la casquette à l'envers et les chines trouées, si le prof était en retard, même s'ils étaient 2 sur 10, ils prenaient une avoinée, quoi. Parce que si eux ils viennent, il faut que le prof soit là. Donc il y a une exigence là qui se crée, mais à la fois, les enseignants ont fait évoluer leur culture, y compris en termes de validation, parce que vous imaginez bien que les jeunes de bac moins, si on leur donne une note de 7 éliminatoire en compta, eh bien en compta, ils n'auront pas les 7, je les supprime tout de suite, c'est pas la peine, on n'ira pas plus loin. Donc mélanger les cultures, la co-construction, vous allez voir qu'on va faire des pas en avant.